Avez-vous déjà eu à gérer des bugs parce qu'un utilisateur a envoyé une donnée complètement invalide? Vous savez, lorsque vous attendez un entier et que l'utilisateur vous envoie Toto par exemple, résultat, des erreurs partout dans votre application et un code qui se complique pour essayer de tout réparer. Et si on pouvait bloquer les erreurs dès l'entrée? Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des contraintes sur nos entrées afin d'éviter ce genre de problème et rendre notre application plus safe. Et pour cela, nous allons utiliser les validators de Spring. Vous allez voir, ça va simplifier votre code et vous éviter bien des maux de tête. Voici ce que nous allons voir. Premièrement, les bases des validators. On verra comment valider des données classiques comme des textes ou des nombres. Ensuite, les validators personnalisés. Comment définir des contraintes particulières en suivant des règles de gestion bien spécifiques. En 3, comment tester des validators, car un code est testé et gage de qualité. Et enfin, on verra comment gérer les erreurs de validation avec des messages clairs. Et pour rendre tout ça concret, on va travailler sur un exemple simple, une API qui gère des voitures. On validera donc des données comme le VIN, Vehicle Identification Number, l'année de fabrication, la marque, le modèle, le kilométrage, etc. Alors sans plus tarder, let's go! Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet Spring Boot. Donc, on va venir dans notre application IntelliJ ici. Moi, j'ai un projet multi-module, donc je vais juste créer un nouveau module, mais c'est comme créer un nouveau projet. Je vais créer un nouveau module et je vais avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Alors, pour mon projet ici, je vais l'appeler Spring Data et je vais mettre Validation. Ensuite, je vais choisir Maven. Ici, le package il est déjà bien défini, Java 17, et je vais faire suivant. Je vérifie bien que je suis en Spring Boot ici et je fais suivant. Alors ici, on va créer une application web, donc plutôt une API web. Donc ici, je vais prendre Spring Web pour avoir le serveur Tomcat embarqué. Ensuite, je vais prendre Lombok pour tout ce qui va être du coup génération de getters et des setters pour éviter le boilerplate. Et ma dernière dépendance qu'il va me falloir ici, c'est la validation pour pouvoir effectivement valider mes données à l'entrée à chaque fois que je vais avoir du coup une requête sur mon contrôleur. Donc voilà les trois packages dont je vais avoir besoin dans mon application. Je vais faire create ici. Ensuite, il va me demander de charger le projet sur Maven et je vais charger le projet. Donc ici, je vais donc avoir mon arborescence comme pour tout projet Maven. Je vais rajouter ça à Git tout simplement ici. Et ensuite, je vais avoir du coup dans mes sources le main, Java et ensuite j'ai mon application ici Spring Data Validation que je peux lancer ici. Si je lance mon application, normalement, elle va me démarrer un serveur web. Et je vois bien ici que ça a démarré sur le port 8080. Donc j'ai mon serveur web qui tourne. Donc je peux l'arrêter ici. Et du coup, on va construire notre application. Alors, on veut valider les données d'entrée et comme on a dit, on va faire un système de gestion de véhicules. Et les véhicules qui vont nous intéresser, ça va être les voitures. Donc, notre entité principale, ça va être les voitures. Je vais venir ici et je vais créer un nouveau package. Donc, je vais créer un nouveau package ici dedans que je vais appeler Entity. Et donc, ici, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler du coup Car. Ma classe Car ici, je vais commencer en la notant avec data de Lombok pour générer les getters et les setters, et ainsi que me créer un Pojo de manière globale. Et donc ici, je vais définir les premiers attributs. Alors, je vais commencer avec une private string qui va être du coup le VIN, le Vehicle Identification Number. Ensuite, je vais avoir ici une private string pour du coup ma brand, donc la marque de mon véhicule. Donc ici, je vais dupliquer tout ça et à chaque fois, je vais changer mes attributs. Donc j'ai la brand, je vais avoir le modèle de ma voiture. Ensuite, je vais avoir l'année de sortie, donc ça, ce sera plutôt un entier. Et donc ici, je vais mettre hier. D'accord? La date de sortie de mon véhicule. Il va me falloir également le kilométrage de mon véhicule. Donc ici, je vais prendre un double pour ça, mileage. Et il va me falloir un dernier attribut pour le prix de ma voiture. Donc ici, je vais mettre le price. Donc là, j'ai comme ça constitué, on va dire, mon entité qui va contenir les informations sur ma voiture. J'ai pris que quelques attributs pour enrichir comme vous voulez, mais là, j'ai pris que ces attributs-là. Donc maintenant, je vais définir des contraintes de validation sur chacun de mes attributs. Donc les contraintes de validation, ça va me permettre justement de dire que par exemple, le VIN, le Vehicle Identification Number, il a un certain format, il a un certain nombre de caractères, et je vais définir des contraintes sur chaque champ, spécifier par exemple que ça ne doit pas être nul, et ainsi de suite. Donc pour ça, si je vais créer un espace pour ajouter les contraintes entre chaque attribut, et donc, on va commencer avec le VIN. Alors, le VIN, c'est un numéro qui est unique. Et ce qu'on voudrait déjà, c'est qu'il ne soit pas nul. Donc ici, on va mettre note nul. On va avoir note nulle ici pour dire que notre VIN ne doit pas être nul. Donc, le note nul va nous permettre de contraindre et de dire que ce champ en particulier, vous voyez qu'il le prend dans Validation Constraint, il va nous dire que ce champ en particulier ne doit pas être nul. Maintenant, pour notre brand, ce qu'on voudrait, on voudrait qu'elle ne soit pas vide. Alors, vous allez voir la différence ici. Note nulle, ça veut tout simplement vérifier que du coup notre champ est différent d'une valeur nulle, ça veut dire qu'on envoie un objet sans la valeur, et notre note blanche va vérifier que, en plus de ne pas être nulle, la valeur n'est pas vide. Donc c'est vraiment la différence entre les deux. Mais je vais également dire ici que ce champ
S'il existe, il ne doit pas être vide. Donc maintenant ici, on va avoir des valeurs qui sont plutôt des nombres. Et sur les nombres ici, on va avoir la possibilité justement de définir des minimums et des maximums. Si par exemple dans notre système, la plus vieille de nos voitures date de 2010, on peut carrément dire qu'on va mettre un minimum et un maximum sur notre entier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est mettre notre arrobase ici. On va utiliser le min. Le min pour dire l'année minimum qu'on va avoir. Donc, je vais importer ici mon min et je vais dire ici que pour mon min, je vais par exemple dire que je suis à 2010. Donc, j'ai mis mon min ici à 2010 et maintenant, je vais mettre aussi une valeur maximale. La valeur maximale, ça va être bien sûr l'année en cours. Donc, ici, pareil, je vais mettre un max et sur le max, je vais par exemple dire ici que ça doit être 2024. Donc, le min et le max me permettent de déterminer les bornes sup et inférieur de notre champ. Donc, je peux mettre ici que minimum 2010 et maximum 2024 qui est l'année en cours. Maintenant, sur mon kilométrage, je sais que c'est une valeur qui est positive. Donc, ça veut dire qu'elle peut pas être négative. Il ne faut pas avoir de kilométrage inférieur à 0. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre contrainte du package validation. Et cette fois-ci, c'est positive. Donc, je vais regarder ici, il y a positif pour la valeur positive uniquement. Et ici, positif hors 0 parce que justement, je sais que ça peut être égal à 0. Donc, mon kilométrage peut être égal à 0. Donc, je vais mettre ici positive hors 0. Ça fait en sorte que ma valeur de kilométrage sera supérieure ou égale à 0. Et enfin, ici, sur notre price, on va plutôt le mettre en grand double. Et on va bien spécifier que cette valeur aussi doit être différente de nul. Rappelez-vous, c'est des objets. Donc, le grand double, c'est un objet. Et je vais mettre ici note nulle. Et cette fois-ci, pour le prix, c'est pareil. Je sais que le prix, c'est quelque chose de positif. Et donc, ici, je vais mettre positif. Donc, voici pour les annotations basiques que je peux avoir sur mon entité. Maintenant, on peut aller encore plus loin en définissant justement, par exemple, qu'on peut avoir sur les chaînes de caractères une valeur minimum. Ça veut dire qu'une marque de voiture, par exemple, on sait que ça peut pas être moins de 2 caractères parce qu'on peut avoir MG et d'autres marques qui existent. Donc, on sait que c'est minimum 2 caractères et on sait que ça peut pas atteindre non plus 10 000 caractères. Donc, on va mettre une autre contrainte en plus pour dire que notre marque ici, son nombre de caractères doit être entre 2 et 30 caractères maximum. Mais ça, c'est vraiment propre par rapport au véhicule qu'on va avoir dans notre système. Donc ici, je vais venir sur ma brand et cette fois-ci, je vais mettre une autre annotation et je vais utiliser size pour donner la taille d'une chaîne de caractères. Donc, vous voyez ici qu'il me complète directement. Donc, il y a un minimum à 5 et un maximum à 20. Alors, moi, je vais mettre ici 2 et je vais mettre ici 30. Là, ça veut dire en fait que ma chaîne de caractères, sa taille sera comprise entre 2 et 30 inclus. Donc, ça me permet comme ça de définir la taille du champ. Et je vais dire pareil ici, du coup, sur mon modèle. Je sais que les modèles de voiture, les noms ne sont pas hyper longs. Donc, je vais pareil mettre ici mon modèle de voiture en minimum 2 et maximum 30. Maintenant, pour aller encore un peu plus loin, ce serait bien de dire par exemple que lorsqu'il y a une erreur de validation, on peut définir un message qui va nous dire OK, bah, il y a eu un problème sur ce champ en particulier et donc le message affiché à notre utilisateur pour qu'il comprenne ce qui s'est passé, c'est par exemple que la valeur est inférieure à 2 ou la valeur dépasse les 30 caractères. Dans ce qu'on va faire ici, ensuite, dans notre taille, ici par exemple, ça va être de mettre un message. Donc ici, je vais mettre message et là, je vais définir le message que je veux s'afficher. Donc ici, je vais tout simplement mettre brand must be between 2 and 30, je mets caractère. Avec ça, ça me permet du coup de dire que lorsqu'il y a un problème, ça veut dire s'il n'a pas réussi à valider complètement ce champ, parce que par exemple la valeur est inférieure à 2 ou supérieure à 30, qu'il y ait un message qui va justement s'afficher pour que l'utilisateur comprenne. Et donc ce message, ça va être typiquement le même que je vais avoir aussi, vu que c'est les mêmes contraintes sur mon modèle. Donc je vais coller ici et cette fois-ci, je vais changer juste le modèle. Donc ça fait en sorte que je vais avoir ces messages-là. Alors on parle de messages justement et on voudrait du coup afficher des messages pour toutes les autres contraintes que nous avons définies ici. Donc pour notre positif 0, on peut également laisser un message pour dire effectivement, lorsqu'il va y avoir du coup un problème sur le kilométrage, si on essaye de rentrer un kilométrage qui est négatif, on va mettre un message ici et on va dire midh cannot be négatif. Donc, on va faire pareil ici sur notre note nulle. On va mettre un message. Donc ici, je vais mettre message et je vais dire ici price cannot be nul. Et pareil ici pour positive et je vais mettre un message. Et donc, je vais dire ici price must be positive. Donc avec ça, ça me permet comme ça de définir la contrainte et d'afficher des messages dans le cas où il va y avoir des problèmes. Maintenant, si on revient et qu'on regarde plus attentivement, notre premier champ ici qui est notre identifiant, c'est le VIN, le Vehicle Identification Number. Et ce VIN, il a un format spécifique qui est connu. Ça veut dire que on peut définir du coup une regex qui va être capable d'identifier si la chaîne de caractères qui est rentrée match avec la regex. Donc pour ça, ce qu'on va faire ici pour utiliser une regex, c'est qu'on va utiliser le pattern. Le pattern nous permet de définir justement un motif, une regex, qui va du coup nous permettre d'identifier la chaîne de caractères, donc vérifier si la chaîne de caractères vérifie cette regex. Donc ici, je vais juste mettre regex
et je vais rajouter l'expression régulière du VIN. Donc je peux définir ma regex ici et je sais que mon champ, il doit vérifier du coup cette regex-là. Et si ce n'est pas le cas, bah, il faut que je mette un message et que je mette par exemple ici invalide VIN. Comme ça, on peut vérifier effectivement que le format c'est bien un VIN qui existe et que c'est pas un numéro qui est inventé par notre utilisateur. Alors si on regarde encore plus attentivement ici, on peut encore faire mieux. Donc ici, on voit bien que notre année 2024 va être amenée à changer et c'est donc à ce niveau qu'on va justement pouvoir créer une contrainte personnalisée. Ça veut dire qu'on va faire notre propre validateur. On va créer un validateur qui va nous permettre de dire si l'année est correcte ou pas. Et donc c'est là où on va pouvoir figer notre minimum et notre maximum vu qu'il est dynamique. On peut pas mettre de valeur dynamique parce que ce max, il prend des constantes uniquement. Et donc pour ça ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais créer une notation que je vais appeler valide hier. Alors là, c'est normal, il ne va pas exister. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va me proposer de créer une notation valide hier. Donc je vais valider ici. Et ce que moi je vais dire, c'est que je vais créer un package que je vais appeler validator. D'accord? Qui n'existe pas encore. Ici, il va me créer un package validators. J'ai mon interface qui a été créée ici. Et moi, il va me falloir customiser justement mon notation pour lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, dans mon notation ici, je vais mettre premièrement documented pour dire que je voudrais que ce soit rajouté à la Javadoc. Ensuite, ici, ce que je vais définir, c'est le constraint. Et donc là, je vais pouvoir définir la classe qui va spécifier en fait mon validateur. Parce que, en fait, mon annotation ici, je vais juste la définir, mais du coup, toute la contrainte, toute la logique de la contrainte sera implémentée dans une autre classe. Donc ici, ma contrainte, je vais utiliser une classe que je vais appeler here validator et je vais mettre ici point classe. Alors ce here validator, il n'existe pas, on va le créer juste après. Maintenant, on va définir la target. Alors la target, ça va nous permettre de dire sur quoi est-ce qu'on peut appliquer notre annotation. Notre annotation, rappelez-vous, ici dans notre cas, on l'applique sur un champ. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être du coup, entre accolades, on va mettre element type et on va choisir field pour dire que c'est un champ. Donc notre notation, on peut la mettre sur un champ spécifique. Donc ça, c'est hyper important pour définir. Par exemple, ici, si vous voulez mettre sur la classe, il faudrait que ce soit type. Mais pour un champ, on a juste à mettre field ici. Donc je vais mettre field pour dire que mon annotation, elle cible principalement les champs. Donc je pourrais utiliser mon validator sur d'autres champs de mon programme, par exemple, si je veux avoir les mêmes contraintes de validation. Ensuite, ici, je vais tout simplement définir la rétention. Donc pour déterminer quand est-ce qu'on va utiliser mon annotation. Donc je vais faire le retention. Et donc ici, dans mon retention, ce que je vais juste mettre, c'est runtime, pour dire que mon notation, je vais l'utiliser pendant mon runtime. Donc, lorsque j'ai fait ça ici, dans mon validator, il va juste falloir que je définisse ici, du coup, string pour le message. Et donc ici, mon message, je vais mettre un message par défaut. Donc ici, je vais mettre le default. Du coup, je vais mettre default ici et je vais tabuler. Ce que va faire cette annotation, c'est tout simplement dire que je pourrais spécifier un message. C'est exactement ce qui se fait par exemple sur les autres annotations. Si on regarde par exemple l'annotation size, vous allez voir ici que dans le default, on va avoir du coup le package Jakarta et ensuite on définit le nom de l'annotation et ensuite on définit le message. C'est ça qui permet de faire en sorte qu'on puisse passer le message. Donc en faisant ça, ça va me permettre ici de venir dans mon annotation validator, de mettre ici message et de pouvoir dire ici que je vais mettre dedans invalide here. Donc en faisant ça, ça me permet ici de définir un message. Et ensuite, je vais juste ici récupérer les autres champs qui sont obligatoires parce que c'est des annotations du coup de notre package validation. Donc ici, ça va être le class avec le groupe du coup. Et ici, ensuite, ça va être le payload. Si vous regardez les autres annotations, ça va être pareil. Si on revient par exemple ici dans le size, vous allez voir qu'à chaque fois, on va avoir du coup ces éléments-là. Donc si je reviens maintenant ici, j'ai mon message, j'ai mon validator, j'ai encore ici une erreur de champ qu'il faudrait que je corrige. Donc pour ça ici, il va me falloir créer du coup cette classe qui va implémenter la logique de la validation du coup de mon année. Donc ici, je vais créer une classe here validator. Ici, je vais la garder dans validator. Maintenant que j'ai ma classe here validator, ici, je vais juste implémenter le constraint validator qui va prendre la notation. Mon annotation, c'est valide here. Et du coup, il va prendre ici un integer. Donc là, je vais juste implémenter les méthodes. Donc ici, je vais récupérer les deux méthodes et je vais valider avec entrée. Alors, il me dit que j'ai un problème ici. Alors, je vais aller regarder où est-ce que j'ai le problème. Ici, c'est parce que j'ai pas défini le validate by. Et donc, je définis ici que c'est ma classe qui va valider ma notation. Et là, je suis plutôt pas mal. Ici, j'ai comme ça mon initialize, du coup, qui va récupérer celle du parent. Donc, la méthode de constraint validator. Il prend ici mon annotation et mon entier. Donc, mon entier ici, je veux l'appeler value. D'accord? C'est la valeur, du coup, que je veux valider. Et rappelez-vous ici, premièrement, ce qu'on doit vérifier, c'est que notre champ n'est pas nul. Donc ici, ce que je vais faire, ça va être tout simplement de faire un if. Et je vais vérifier ici que notre valeur est différente de nul. IsNull, je vais utiliser la méthode de object value. D'accord? Je vais importer cette méthode isNull de object. Et là, je peux faire remonter mon return. Donc si ma valeur est nulle, je retourne false. Donc maintenant ici, je vais venir, vu que je connais l'année minimale. Donc ici, je vais mettre ici un private static final. C'est un int et donc ça va être mon min value. Ok. Mon min value, je vais le mettre ici à 2010. Ce que je vais faire ici, ça va être return.
si ma value est supérieure ou égale à min value, et ensuite, value va être du coup inférieure à mon année maximale. Et si je peux utiliser une valeur dynamique, donc je peux faire year.now, et ici je peux faire mon getValue pour récupérer l'année actuelle. Donc ça, c'est une façon de faire, mais pour être encore plus propre, on peut faire du refactoring en disant par exemple qu'on va définir la valeur dans notre annotation. Ça veut dire un peu comme ici sur notre site, on va dire qu'on a une valeur minimale qu'on peut rentrer, mais on peut définir une valeur par défaut plutôt que de fixer notre valeur ici en dur avec 2010. Donc pour ça, ce que je vais faire ici, c'est revenir dans mon annotation. Donc je vais mettre un peu d'espace. Donc ici, je vais rajouter int pour dire min, d'accord, notre min. Et donc notre default ici, on va le mettre à 2010. Ce que je vais faire, c'est revenir dans mon year validator. Je vais ici créer un attribut min year et ici je vais remplacer par min year. Alors avec ça maintenant, vous allez me dire comment est-ce que je fais pour retrouver min year qui est défini ici. Ça va se passer dans notre initialisation. Donc ici, plutôt que d'exécuter la méthode du parent, ce qu'on va dire ici, c'est que nous on veut initialiser notre min year. Donc on va faire 10.min year qui est notre attribut et on va tout simplement utiliser le constraint annotation pour récupérer la valeur min qu'on a définie ici. Et pareil, on pourra revenir ici et mettre un min si on a envie. Donc ici, avant d'aller plus loin, on va créer les tests unitaires de cette classe yearValidator pour être sûr que notre annotation fonctionnera correctement. Ici, je vais faire command shift T et donc je vais créer un nouveau test que je vais appeler yearValidator test. Je vais commencer par étendre ici avec Mockito. Donc ici, je vais faire un extend with et je vais mettre Mockito extension parce que je vais avoir du mock, donc je vais prendre Mockito extension. Donc ici, je vais mettre un final que je vais appeler year validator qui est ma classe. Donc je vais valider ici et donc moi je vais l'appeler juste validator. Donc ensuite ici, je vais créer un mock pour mon contexte. Notre mock tout simplement parce que dans notre méthode isValid ici, vous voyez qu'on prend un constraint validator context. Donc c'est ça que je vais moquer. Donc je vais créer ici un mock de constraint validator context et je vais mettre ce contexte. Donc ici, ce que je vais faire, ça va être du coup de créer une méthode qui va être en private, alors qui va me retourner valide hier. Donc je vais créer mon private valide hier, ici je vais l'appeler create annotation. D'accord? Ça va juste me permettre de créer mon annotation valide hier parce qu'elle n'existe pas dans le contexte de mes tests. Je suis obligé de la créer. Aussi, je vais prendre le min, qui va être du coup ma valeur minimale pour mon année. Et donc ici à l'intérieur, ce que je vais faire, ça va être de retourner un valide hier, donc new valide hier, en utilisant mon annotation. Alors lorsque je fais ça, je vais bien sûr être obligé d'implémenter tout le contenu avec un override parce que c'est une interface. Donc ici, je vais juste implémenter les méthodes. Je vais prendre toutes les méthodes. Donc je vais faire ça. Et donc ici, dans mon valide hier, j'ai mon create annotation. Alors j'ai mon minimum. Ce qui va être intéressant ici, ça va être dans mon return de retourner un valide hier.class. D'accord, ici. Pour le reste ici, pour le message, on va récupérer le même message qu'on utilise ici. Ça veut dire celui-ci, qu'on va copier et qu'on va revenir coller ici. Et ensuite, pour les groupes, ça, on va pas changer, on va laisser ça tel quel. Et c'est surtout sur notre mine, ici, dans notre mine, qu'on va définir ici, qu'on veut retourner le min, du coup, qui est la valeur qu'on prend en paramètre ici. Et donc, ici, c'est pas une virgule, mais un point virgule. Je vais commencer ici par le premier test. Alors, je vais faire un test ici. Alors, ici, on va mettre void should return true when year is valid. Et pour ça, ici, ce qu'on va faire, ça va être de créer un valid year. Donc, on va créer un valid year ici que je vais appeler valide hier. Et donc, je vais mettre ici que c'est égal à, du coup, mon create annotation. Et là, je vais mettre le minimum qui va être, du coup, dans mon cas, 2010. Donc, lorsque j'ai créé ici mon valide hier, ce que je vais faire ensuite, ça va être, du coup, de prendre mon validator, que je vais initialiser avec mon annotation. Pour une année valide ici, je vais tout simplement venir ici et faire un insert true. Dans mon insert true, ce que je vais mettre ici, ça va être de récupérer mon validator. Alors, validator, je vais prendre point is valide. Je vais passer du coup ici une année que je sais est valide, donc 2010 par exemple, et je vais charger ici mon contexte que j'ai moqué. Là, je peux mettre un point virgule. Alors ici, je vais juste importer mon insert true et on va déjà vérifier si ça fonctionne. Donc je vois ici que j'ai bien mon insert true qui fonctionne, j'ai mon test qui est ouvert. Alors je peux comme ça citer plusieurs années qui sont valides pour être sûr que ça fonctionne toujours. Donc ici, je vais mettre en test paramétré, d'accord, et je vais mettre ici un value source avec des entiers. Et donc ici, je vais par exemple mettre des valeurs entières que je sais qui vont satisfaire. Je vais mettre ici par exemple 2010 et ici je vais mettre 2024. On va prendre les années limites. Donc je vais mettre 2024 ici qui est l'année en cours. Et ici, je vais prendre du coup ce paramètre que j'ai défini ici. Je vais le mettre là, ici, pour qu'il puisse récupérer ces valeurs. Alors si vous n'êtes pas familier avec les tests paramétrés, que vous souhaitez que je fasse une vidéo pour expliquer vraiment comment ça fonctionne les tests paramétrés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là, ce que je définis ici, mon hier, il va récupérer les valeurs à chaque fois. Et donc ici, j'aurai juste à définir ici mes valeurs en utilisant mon hier que j'ai passé en paramètre ici.
mon année. Et donc, si je relance mes tests ici, vous allez voir qu'il va exécuter mon test deux fois pour 2010 et pour 2024. Donc, je peux le voir ici. Donc, ça, c'est des tests paramétrés. Ensuite, ici, je vais faire pareil. Je vais récupérer ça. Je vais dupliquer cette fois-ci, comme ça. OK. Et donc, ici, cette fois-ci, je vais mettre 2009, valeur limite pareil, et je vais mettre 2025. Alors, je vais mettre ici is not valide, et on va mettre ici show return false. Et donc, ici, ça va être un assert false. Donc là, je retourne ici, false. Et là, je vais relancer mon test ici pour voir. Et donc, j'ai bien mes tests qui fonctionnent. Alors, pour être sûr que tout fonctionne correctement, ici, je vais déjà enlever tous les imports qui sont pas utiles et je vais relancer les tests sur toute ma classe. Alors, je vais relancer les tests sur toute ma classe. Donc, si je vois bien que j'ai mes tests qui sont ouverts pour chaque année 2009, 2025, 2010, 2024. Donc, j'ai comme ça testé mon annotation hier validator et je vois bien qu'elle fonctionne avec les différentes valeurs que j'ai rentrées. Donc, ça reste. Donc, ici, ce que je vais faire ensuite, ça va être du coup de créer le contrôleur qui va être l'interface pour notre utilisateur. Donc, ici, je vais créer un nouveau package. Alors, dans mon package ici, je vais l'appeler controller. Et donc, ici, je vais créer mon REST controller. Donc, je vais faire un new ici, je vais faire Java class et je vais appeler ça un controller. Alors, c'est un contrôleur classique. Je vais tout simplement mettre ici en REST controller, un REST controller et je vais mettre mon request mapping slash API slash cars. Alors, c'est une API. Donc, dans notre cas, ici, on n'utilise pas de base de données. Donc, je vais utiliser une liste pour stocker les informations que je vais ajouter. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'enregistrement pour vérifier justement qu'on valide les informations qui sont transmises par notre front-end ou par exemple par un postman. Donc, je vais créer ici une liste. Donc, je vais mettre private. Ici, je vais mettre en final. Et donc, ici, ça va être une liste de voitures. D'accord? Je vais importer ma liste et que je vais appeler cars. Et donc, ici, je vais faire un new array list. Donc ici, on va se préoccuper uniquement sur le post, donc le post mapping, parce que justement, on veut valider les informations entrées. On aurait pu faire le put mapping aussi. Donc ici, on va mettre un post mapping. Et donc ici, on va mettre un public, un response entity, et on va faire un create. Et on va mettre le request body. Donc pour pouvoir valider les informations qui sont rentrées, c'est là où ça va être hyper important. Il va falloir que je rajoute ici mon annotation valide. En utilisant valide ici, ce qu'il va faire, c'est utiliser les contraintes que j'ai définies sur mon objet car pour valider les informations que je rentre avec le request body. Donc, j'exige ici que les informations qui sont rentrées soient valides avant même que je ne traite le contenu de ma méthode. Et donc, ici, lorsque j'ai passé l'étape de validation, je peux ajouter ma voiture à ma liste. Et donc, ici, j'ai juste à faire un return de response entity avec OK. Et donc ici, moi, je vais retourner, je vais faire un peu comme si c'était un repository qui est derrière. Donc, je vais retourner l'élément que je viens de sauvegarder. Donc ici, je vais faire cars et je vais faire .get. OK. Et là, l'index, je vais prendre le dernier index parce que dans une array list, ça va toujours s'ajouter à la fin. Donc, je sais que l'élément qui est à la dernière position, c'est l'élément que je viens d'enregistrer. Donc ici, je vais prendre cars et je vais faire .size -1. Alors, pour tester ça, on va pas se gêner à faire un postman, à créer des collections. Du coup, pour tester ça, on va directement faire un test unitaire en utilisant mockmvc. Si vous n'êtes pas familier avec le testing, j'ai fait une vidéo que j'épinglerai et que je mettrai bien sûr dans la description, histoire que vous puissiez voir comment on teste les contrôleurs sur Spring Boot. Donc, je vais créer un nouveau test ici et je vais valider avec. Donc, je vais bien sûr supprimer cette ligne parce que pour l'instant, je l'utilise pas. Et donc, ici, je vais mettre mon arrobase puisque c'est un test web MVC. Donc, je vais faire ici un web MVC test. Et quand je mets web MVC test, ça me permet d'utiliser du coup mon mock MVC. Donc ici, je vais mettre mon private mock MVC. Donc maintenant ici, ce qu'il va me falloir faire, c'est de créer mon objet JSON que je vais utiliser pour du coup simuler l'envoi d'une requête sur mon contrôleur. Donc ici, je vais mettre un private et je vais mettre en final ici string que je vais appeler JSON. Et donc, je vais mettre ma chaîne de caractères au format JSON. Donc ici, je vais récupérer un objet que j'ai déjà créé moi et que je vais populer. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, c'est créer mon test. Alors mon test ici, je vais annoter avec test, ok, et je vais mettre ici void. Je vais mettre sur return car added. Donc ça va retourner la voiture qui a été ajoutée. Donc ici, je vais prendre le throw exception parce que je vais faire un mock MVC perform et donc ça lève une exception ce truc-là. Donc je vais faire ici mock MVC. Donc mock MVC perform ici, je vais faire un post, d'accord. Donc je mets ici post. Ok, je vais mettre le chemin. Donc c'est API, on a dit API cars. Donc si c'est un post, donc je vais importer mon post ici. Donc ensuite, je vais mettre le content ici. Le content, ça va être du coup mon JSON. Et bien sûr, ici, je vais spécifier le content type. Du coup, content type en media type. Ici, application JSON pour bien dire que c'est du JSON. Donc ici, je vais mettre .and expect. Lorsque j'ai fait ça, je m'attends à avoir un statut 200. Donc ici, je vais mettre status. C'est une méthode et je vais mettre ici .is. OK. Donc là, il va me proposer d'importer ça. Et donc ensuite, là, on va déjà vérifier que ça retourne bien un 200. Ça veut dire que ça a bien réussi à enregistrer. Donc là, je vais faire mon test.
sur mon mock MVC. Donc, je vois ici que j'ai bien un 200 qu'il me lève. Donc, maintenant que je sais que mon endpoint, il fonctionne correctement, donc lorsque j'envoie une donnée qui est correcte, je vais vérifier que c'est bien l'objet que j'ai enregistré. Donc, je vais essayer d'afficher le VIN. Et pour ça, ici, je vais le remettre ici en inspect. OK. Je vais mettre le JSON path parce que ça doit me retourner du JSON path. OK. Et donc, dans mon JSON path, je vais mettre le chemin. Ici, ça va être un dollar. Alors, ça va être dollar. Point, VIN, je vais récupérer le VIN. Il faudrait que mon VIN soit égal à la valeur que j'ai ici. Alors, c'est bien la même valeur et je vais lancer mon test à nouveau ici et je dois avoir quelque chose qui match. Donc là, j'ai comme ça mon endpoint qui fonctionne correctement. Alors maintenant, on va changer un peu notre chaîne de caractères. Ça veut dire que si on a un format qui n'est pas valide ici, par exemple ça, et qu'on relance notre requête, bien sûr, notre test il va échouer. Mais si on regarde ici, dans notre trace, par exemple, ici, on va voir que le message qui est renvoyé à l'utilisateur n'est pas très clair. On va envoyer un bad request. On va juste lui dire invalid request content. Et le problème, du coup, c'est que notre utilisateur ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il a juste un 400 qui lui dit, bah, ta requête n'est pas bonne, mais il ne peut pas savoir sur quel champ il y a problème, par exemple. Là, c'est le VIN, mais ça aurait pu être autre chose. Donc, il peut pas savoir sur quel champ il y a problème. Et donc, le but ici, ça va être de faire ce qu'on appelle un controller advice, de sorte qu'on puisse récupérer l'exception qui survient et dire à notre utilisateur, en fait, bah, il y a ce champ qui pose problème. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a utilisé des messages ici. Donc, on va se servir de ces messages pour pouvoir les envoyer à nos utilisateurs et dire, du coup, OK, bah, il y a eu un problème dans l'API, il y a eu un problème sur le serveur, et voici le problème en question, de sorte que la personne puisse corriger sa requête pour pouvoir satisfaire, du coup, ce qu'on attend. Ici, on va créer un nouveau contrôleur advice. Et si vous n'êtes pas familier avec les contrôleurs advice, sachez que j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment en détail comment ça fonctionne. Je mettrai aussi le lien dans la description. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler Global Exception Handler. Donc, je vais valider ici, je vais venir là, et je vais mettre ici en REST Controller Advice. Donc, dans notre REST Controller Advice, ce que je vais faire ici, c'est créer un Exception Handler. Je vais utiliser la notation Exception Handler, et je vais spécifier le type de mon exception. Alors, je ne vais pas prendre l'exception générique. Ce que je vais faire, c'est vraiment utiliser l'exception qui est propre. Donc, c'est le méthode argument valid exception qui va être envoyé ici. Et c'est donc ça que je vais utiliser pour les messages qui vont survenir lorsqu'il va y avoir justement des problèmes sur la validation de mes champs. Donc c'est pour ça que je prends le méthode argument not valid exception. Je vais définir du coup en public un response entity. Mon response entity, je vais mettre une map de string, de sorte que lorsque ce soit c'est réalisé, ça ressemble à un objet JSON. Donc je vais mettre une map de string, ok. Et donc ici, je vais importer ma map. Et donc ici, je vais avoir mon exception ici que je vais appeler X. Je vais commencer par créer du coup ma map de string. Pourquoi je crée une map? C'est tout simplement parce qu'il peut y avoir plusieurs erreurs. Ça veut dire qu'on peut se tromper sur le VIN, on peut se tromper par exemple sur le brand, sur le modèle et tous ces champs-là. Et donc ma map de string va me permettre d'accumuler toutes ces erreurs et d'en vérifier s'il y a des erreurs ou pas sur les données que j'envoie. Donc je crée ici ma map d'errors. Et ensuite, ce que je vais faire, ça va être tout simplement ici de prendre mon exception. Je vais faire getBindyResult. Donc je vais récupérer tous les erreurs sur les champs. Donc getFieldsErrors. Rappelez-vous que j'ai uniquement fait des contraintes sur mes champs. Donc, je vais vérifier sur les champs, les erreurs qu'il va y avoir sur les champs. Je vois ici que ça va me retourner une liste. Et donc, ce que moi, je voudrais, c'est récupérer le champ qui pose problème et du coup, le message associé pour le mettre dans ma map, de sorte qu'on puisse avoir justement la clé qui va être le champ qui pose problème et ensuite la valeur, ça va être le message d'erreur qui est associé. Donc, ici, moi, je vais faire un for each et donc, je vais mettre error. Donc, ici, je vais prendre sur ma map d'erreur, je vais ajouter. Donc, je vais mettre un put et je vais récupérer le champ concerné et je vais récupérer le message associé. Et donc, dans mon return ici, ce que je vais faire, c'est retourner un new response entity parce que je vais mettre un corps de requête. Donc, je vais mettre un new response entity. Ici, je vais mettre le corps de ma requête, donc les erreurs que je vais avoir. Et ici, je vais tout simplement rajouter le message dans le HTTP status et ici en bad request. Donc là, avec cet exception handler, on va pouvoir tester justement notre cas ici. Ça veut dire si on revient sur notre contrôleur qui posait problème avec le VIN qui est incorrect, si je relance ici, ce que je vais déjà voir ici, c'est que dans mon message qui va être formaté, dans ce que je vais récupérer ici, c'est que je vais regarder dans le statut, je vais voir que dans le body qui est renvoyé, j'ai bien le VIN avec le invalid VIN qui me permet de dire à mon utilisateur en fait que ok, c'est le VIN qui pose problème. Donc s'il y a un autre champ qui pose problème, vous allez voir c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si je reprends ici par exemple le Toyota, on a dit que c'est minimum 2 caractères et que je mets par exemple blanc ici, si je relance ça, je vais bien sûr me rendre compte en regardant ici la trace de ce que je vais recevoir. Je vais voir ici que j'ai le VIN qui est pas valide et je vais avoir le brand. Comme on me dit, le brand doit être entre 2 et 30 caractères. Donc, vous voyez que ça va accumuler en fait les erreurs que je vais avoir sur mon objet. On va prendre ici. Donc, ici, je refactorise. Ici, je remets les valeurs correctes et donc je vais prendre du coup ma chaîne de caractères. Alors, je vais supprimer ça. Je vais faire une variable locale cette fois-ci et donc je vais mettre ici mon JSON qui est correct. Et moi, je vais juste dupliquer ensuite ce test.
ok? Et je vais rajouter des champs poireux simplement. Non, ici, plutôt de retourner car, je vais mettre return bad request, ok? Donc, dans mon bad request, là, je vais mettre un vin qui est complètement faux. Alors, je vais prendre aussi l'année, je vais mettre 1999. Et ici, par exemple, sur le kilométrage, je vais mettre une valeur négative. Et donc, ici, plutôt que de mettre un is OK dans mon résultat, je vais mettre bad request, donc is bad request, ok? Et donc, ici, le VIN qui va être renvoyé, alors je sais que ça doit être le message qui me dit que le VIN n'est pas valide, donc je vais copier ce message et je vais venir le mettre ici. Et on va déjà tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, je relance ici, et là, je vois bien que j'ai mon test. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est rajouter les autres champs, hein. Ça veut dire que là, par exemple, je vais dupliquer. Donc, ici, plutôt que d'avoir ça, je vais mettre, je sais que j'ai une erreur sur l'année, d'accord? Et je sais que j'ai une erreur aussi sur le lineage, ok? Et donc, à chaque fois, je vais prendre le message d'erreur. Donc, pour l'année, ici, on va récupérer le message d'erreur qu'on a mis sur l'année, invalide d'hier, d'accord? On récupère le message, on vient le mettre ici sur notre chaîne de caractères. Et pareil pour le millage, donc le kilométrage ici, on va mettre ici notre même message, hop, pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc je sais les champs sur lesquels j'ai mis des problèmes, et si je relance mon test ici, je vois bien que j'ai mon test qui est aussi ouvert. Donc ça veut dire que j'ai bien ces trois champs qui ne sont pas corrects. Donc maintenant qu'on a ça, on va vérifier que les tests de toute la classe fonctionnent correctement. Donc ici, je vais me remettre sur ma classe et je vais relancer les tests de toute la classe. Donc j'ai bien mon bad request et mon car add qui fonctionnent correctement. Voilà comment est-ce que je peux utiliser du coup les validateurs pour valider les entrées qui viennent de ma requête, soit via un postman, soit via un front-end, de sorte que avant même de faire n'importe quelle action sur mon projet, je passe d'abord par cette étape de validation avec le package de validation de Spring. Et voilà, nous avons vu ensemble comment rendre une API Spring Boot plus sûre et plus fiable grâce aux validateurs. Que ce soit avec des validateurs de base ou les validateurs custom, vous avez maintenant toutes les clés pour filtrer les mauvaises données dès l'entrée afin d'éviter des erreurs de debug inutiles. En implémentant cette technique, vous rendez votre back-end plus robuste et plus facile à maintenir. Plus besoin de rajouter du code un peu partout pour vérifier chaque champ manuellement. Tout est centralisé et automatisé, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur la logique métier. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.